Evelyne et moi, William, avons été mariés pendant 4 ans avant que tout ne dégénère. Nous menions une vie décente ensemble, loin d'être riches, mais confortable. Nous vivions dans une maison modeste avec quelques économies de côté, rien d'extravagant, mais suffisamment pour nous sentir en sécurité. Nous travaillions tous les deux à temps plein et partagions les dépenses de manière assez équitable. Je m'occupais de la majeure partie de la planification financière, ce qui nous convenait parfaitement. Le problème n'a jamais été l'argent. Le problème, c'était ma belle-mère, Pénélope. Dès le début, elle m'a clairement fait comprendre que je n'étais pas assez bien pour sa précieuse fille. Subtil au début, quelques remarques ici et là qu'Evelyne balayait d'un revers de main. Des choses comme « Oh, William fait toujours ce travail, hein ?» ou « Vous avez déjà pensé à déménager dans un meilleur quartier ?» Evelyne riait et disait « C'est comme ça, maman. » J'ai essayé de laisser tomber pour avoir la paix. Mais au cours de l'année écoulée, l'ingérence de Pénélope a atteint un niveau inédit. Elle est devenue obsédée par nos décisions financières. Ce qui avait commencé comme des questions innocentes sur nos économies ou nos investissements s'est vite transformé en remarques indirectes et en critiques virulentes. Ce n'était même pas son argent. Elle disait des choses comme « Tu ne mets plus d'argent dans ce fonds indiciel, si ?» alors qu'il faudrait vraiment réfléchir à l'image que les autres en ont. Je ne voulais pas me disputer avec elle, surtout pas devant Evelyne. Mais chaque fois que j'essayais de fixer une limite, Evelyne intervenait et disait « Allez, elle essaie juste d'aider. » Le point de rupture est arrivé un week-end. Evelyne et moi venions de terminer l'installation de nouveaux meubles achetés en solde. Nous en étions fiers. Pas seulement du prix, mais du fait que nous l'avions fait ensemble, de nos propres mains. Nous étions en retrait, admiratifs. Il y eut ce moment de satisfaction d'être une équipe. Puis Pénélope débarqua sans prévenir. Sans frapper, elle entra comme si elle était chez elle. Elle se tenait dans l'entrée, bras croisés, lèvres pincées. Elle scruta la pièce comme si elle examinait une scène de crime. Puis elle dit, « Vous deux, il faut vraiment que vous appreniez la différence entre radin et frugal. » Evelyne remua, mal à l'aise. Je restai silencieux. Pénélope s'avança dans le salon, ses talons claquant sur le sol comme des signes de ponctuation. Elle passa la main sur le bord de la table basse, puis la tapota du bout des doigts. « Ça, dit-elle d'une voix dédaigneuse. De mauvaise qualité. Ne survivra probablement pas à votre prochain nettoyage de printemps. » Je serrai les mâchoires. Elle se tourna ensuite vers le canapé. Elle appuya sur l'un des coussins comme si elle vérifiait un melon au magasin. Et ça ne durera pas plus de 2 ans, peut-être moins. À la façon dont vous vous y affalez. Evelyne essaya de détourner le regard. On a fait une bonne affaire, maman. C'était en solde. Pénélope l'a interrompu. Une bonne affaire ne vaut pas forcément la peine. Franchement, tu aurais dû me consulter avant de gaspiller de l'argent pour des conneries pareilles. Evelyne est restée assise là, l'air mal à l'aise, sans rien dire pour défendre nos choix. Elle gardait les yeux rivés au sol, tripotait le bas de sa manche, mais pas une seule fois elle n'a répliqué. Après le départ de Pénélope, je me suis tourné vers elle et je lui ai demandé « Pourquoi tu ne lui tiens jamais tête ?» Elle a insulté tout ce qu'on a construit ensemble comme si c'était de la foutaise. Evelyne a soupiré et a dit doucement « Ça ne vaut pas la peine de se battre, Will. Tu sais comment elle est. Elle ne changera pas, ça m'a fait plus mal que je ne voulais l'admettre. Je ne cherchais pas la bagarre. Je voulais juste que ma femme me soutienne, qu'elle dise quelque chose, n'importe quoi. » Quelques semaines plus tard, nous avons dîné chez ses parents. J'y suis allé en espérant que ce serait sans histoire, peut-être même agréable si je faisais profil bas. Mais Pénélope avait d'autres projets. Entre le rôti et le dessert, elle réussit à orienter la conversation vers le cousin d'Evelyne, Daniel, qui venait d'acheter une maison dans un quartier huppé dont je n'avais jamais entendu parler. « Oh, ils ont vraiment bien fait », dit-elle en découpant son poulet avec trop d'emphase. Daniel a fait des investissements judicieux. Maintenant, sa femme n'a plus à se soucier de rien. Pas de budget, pas de raccourci. Elle ne dit pas non non, mais elle n'avait pas à le faire. Le sous-entendu était clair. Je m'éclaircis la gorge et dis, en fait, on a économisé beaucoup. On a un plan à long terme et on s'y tient. Pas besoin de se ruiner avec un emprunt immobilier exorbitant juste pour impressionner les gens. Pénélope eut un petit rire sec et dédaigneux. Sans vouloir t'offenser, tu ne sais clairement pas comment faire fortune, dit-elle en posant sa fourchette.
Si vous aviez laissé quelqu'un d'expérimenté vous guider, ma fille ne vivrait pas dans cette maison délabrée dans 5 ans. Je me suis mordu la langue si fort que j'en ai eu le goût du sang. L'arrogance dans sa voix, sa façon de parler comme si Evelyne était une demoiselle que j'avais trahie. J'ai serré les poings sous la table. J'ai jeté un coup d'œil à Evelyne. Elle semblait à nouveau figée. Rien. Une semaine plus tard, Evelyne est venue me voir, son téléphone à la main. Regardez ça, a-t-elle dit en parcourant les messages de sa mère. Des textos après des textos, des liens vers des conseillers financiers, des articles sur la planification de la retraite, des tableaux comparatifs. Pénélope a même mis en avant un homme en particulier, mon homme, comme elle l'appelait. Cet homme a aidé tellement de gens dans notre entourage, disait un message. Il faut au moins que vous le rencontriez. Vous vous le devez. Une autre lecture. J'essaie juste de vous aider. Je ne peux pas rester les bras croisés à vous regarder gâcher votre avenir. Les messages devenaient de plus en plus insistants. À la limite de la manipulation. J'en ai marre, admit Evelyne en jetant le téléphone sur le canapé. Elle ne s'arrêtera pas. Nous avons convenu de tenir bon. Plus besoin de nous expliquer. Si Pénélope reparlait, je m'en occuperais directement. Nous n'avions pas besoin qu'un inconnu de sa connaissance fouille dans nos finances, surtout quelqu'un qui finirait probablement par tout rapporter à Pénélope. Mais elle n'était pas du genre à comprendre les allusions. Elle m'a appelé directement une semaine plus tard, contournant complètement Evelyne. Pas de salutation, pas de bavardage, elle a lancé la conversation comme si c'était son droit divin. J'ai pensé à l'avenir financier de ma fille, dit-elle d'une voix saccadée et condescendante. Je veux que vous ouvriez un compte d'investissement commun que je puisse surveiller. Je dois protéger les intérêts de ma fille. Pénélope, ai-je dit d'un ton neutre. Nos finances ne te regardent pas, Evelyne et moi sommes adultes. Nous gérons très bien notre argent. Il y a eu un silence, puis elle a rétorqué. Eh bien, si c'est ce que tu ressens, je devrais peut-être revoir la place de ma fille dans mon testament. Je ne peux pas léguer d'argent à des gens qui ne le géreront pas correctement. Je n'ai même pas pris la peine de répondre. J'ai raccroché. Quand j'ai parlé de l'appel à Evelyne, elle était en colère, non pas contre sa mère, mais contre moi. Elle s'est assise au bord du lit, les bras croisés, fronçant les sourcils comme si j'avais dépassé les bornes. Tu n'avais pas à être impoli, a-t-elle dit. Impoli, ai-je demandé, l'incrédulité grandissant dans ma poitrine. Elle m'a appelé pour exiger l'accès à notre argent. Evelyne, elle veut nous surveiller comme si nous étions des enfants irresponsables. Elle voulait bien faire, a-t-elle insisté. Tu aurais pu être plus diplomate. On devrait peut-être l'écouter, juste pour te dire. Maintenir la paix. C'est à ce moment-là que quelque chose a basculé. C'était comme si elle avait été programmée dès la naissance pour se plier à la volonté de Pénélope, pour croire que se soumettre était plus facile que résister. Nous avons une autre première vraie dispute ce soir-là. Des voix se sont élevées, des murs ont écouté. Ce n'était pas seulement à cause de Pénélope. C'était à cause du fait que je me sentais comme une étrangère dans mon propre mariage. Comme si je menais ce combat seul. Une semaine plus tard, Pénélope s'est présentée à notre porte. Elle n'était pas seule. À ses côtés, tel un consultant suffisant, se tenait un homme en costume gris tenant une mallette en cuir. Voici Marc, a-t-elle annoncé. C'est le conseiller dont j'ai parlé à Evelyne. Il a du temps à lui consacrer et peut vous guider vers une meilleure stratégie financière. Je les ai regardés, stupéfaite. Vous avez vraiment amené quelqu'un chez nous sans demander l'autorisation? Tu t'attends à ce qu'on s'assoie avec un parfait inconnu et qu'on lui confie nos finances? Pénélope eut un petit soupir. Il a aidé des dizaines de familles. Il est très professionnel. Ça n'arrivera pas, dis-je en m'avançant et en bloquant fermement la porte. Tu n'entres pas, elle haussa le ton sur le porche, faisant des gestes comme si j'étais une sorte de folle, tandis que Marc se tenait maladroitement derrière elle. Les voisins la regardaient visiblement. Finalement, Evelyne apparut. Et pour la première fois, enfin, elle dit à sa mère de partir. Maman, ce n'est pas bien, dit-elle d'une voix tremblante mais ferme. Tu dois partir maintenant. Pénélope avait l'air d'avoir été giflée par Evelyne. Son visage se figea, l'incrédulité palpable. Elle partit sans un mot. Mais le déluge de textos qui suivit était irréel. Nous étions ingrats. Nous étions stupides. Selon elle, nous allions droit au but. Puis le frère d'Evelyne appela.
Il dit que Pénélope avait commencé à se renseigner, à appeler tous les frères et sœurs, fouiller dans notre vie privée, répandre des rumeurs selon lesquelles je contrôlais financièrement Evelyne, que je l'isolais, minant son indépendance. Ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Il était clair que nous devions prendre des mesures plus radicales. Cette femme ne se contentait pas de s'immiscer. Elle lançait une véritable campagne. C'est là que j'ai eu une révélation. Si elle voulait tant s'impliquer dans nos finances, pourquoi ne pas lui donner exactement ce qu'elle voulait, mais à nos conditions? J'ai discuté du projet avec ma femme un soir après le dîner. Nous étions assis à la table de la cuisine, les assiettes écartées, le ronronnement discret du lave-vaisselle en fond sonore. Evelyne avait l'air fatiguée, épuisée par des semaines de tension. Je sais que ça paraît un peu fou, dis-je en me penchant en avant. Mais et si on donnait à ta mère exactement ce qu'elle veut, mais pas comme elle l'attend? Elle fronça les sourcils. Tu veux dire qu'on la laisse vraiment s'impliquer dans nos finances? En quelque sorte, mais à nos conditions. On a créé un compte spécial. On la laisse contribuer si elle veut se sentir utile. Mais elle n'a pas le droit de le faire. Rien à contrôler. Juste l'illusion de l'implication. Evelyne hésita. Elle va croire qu'elle est en train de gagner. Laisse-la y croire, dis-je. On reprendra le contrôle sans se chamailler sur le porche. Elle soupira. Je n'aime pas la piéger. Ce n'est pas une piégeage. C'est protéger notre vie pour qu'elle ne devienne pas son champ de bataille. Après un long silence, elle acquiesça. D'accord, allons-y, j'ai donc appelé Pénélope le lendemain. On a réfléchi à ton offre, dis-je d'un ton délibérément ouvert et respectueux. On aimerait créer un compte spécial, une sorte de fonds d'urgence familial, si tu veux vraiment t'impliquer et nous aider à assurer notre avenir. Elle ne fit même pas semblant d'hésiter. Absolument, c'est une idée fantastique. Organise une réunion. Je peux venir quand tu seras prête. Elle est arrivée avec son autoritaire habituel, parlant à toute allure en franchissant la porte. J'avais tous les papiers prêts, les documents pour un compte conjoint clairement intitulé « Fonds d'urgence familial ». Je l'ai assise et je l'ai parcouru. Ce compte serait réservé aux imprévus familiaux, aux factures médicales, à la perte d'emploi, à tout ce qui est vraiment urgent. Nous apprécions votre soutien, et cela me semble une façon constructive de le faire. Pénélope rayonnait presque. Je savais que tu changerais d'avis, a-t-elle dit en sortant une épingle de son sac à main, comme si elle avait attendu ce moment toute sa vie. Elle n'a pas lu une seule ligne des conditions. Elle a signé les papiers en riant en les rendant. Tu verras. Ce sera le début de décisions financières plus judicieuses pour vous deux. Ce qu'elle n'avait pas réalisé, c'est que le compte nécessitait nos signatures à Evelyne et à moi pour tout retrait. Les conditions étaient claires. Toutes les contributions étaient considérées comme des donations irrévocables à notre patrimoine matrimonial, à utiliser uniquement à notre discrétion et uniquement pour de véritables urgences. Puis vint le choc. Elle transféra immédiatement 25 000 $ sur le compte. Comme ça. Sans discussion, sans engagement, du moins pas officiellement. J'ai regardé la notification de virement, stupéfait. C'est là que j'ai compris. Il n'a jamais été question de nous aider. Il s'agissait toujours de contrôler, de tenir Evelyne sous contrôle. Une laisse en or. Au cours des semaines suivantes, Pénélope n'a cessé de m'envoyer des conseils, des articles sur les stratégies d'investissement, des recommandations pour les ETF, des piques passives agressives déguisées en astuces. Et tous les 2 ou 3 jours, elle m'envoyait un SMS, « Comment se porte le fonds d'urgence ?» En pleine croissance, j'espère. Je restais vague. C'est sûr, répondais-je. J'apprécie votre inquiétude. Elle a semblé satisfaite un moment. Elle a même ajouté 10 000 $ supplémentaires, nous disant qu'il fallait diversifier nos dépenses. J'ai continué la mascarade, je l'ai remercié poliment, puis j'ai rangé le tout comme un rempart contre le chaos futur. Mais à peu près au même moment, quelque chose chez Evelyne a commencé à changer. Elle s'est mise à rester tard au travail plus souvent que d'habitude. Quand je lui demandais, elle me répondait qu'il y avait une échéance ou une réunion d'équipe improvisée. Je voulais la croire. Je la croyais, mais à sa façon d'éviter le contact visuel, à sa façon de me repousser quand je lui demandais des détails, cela me faisait signe. Puis, un soir, elle était sous la douche et son téléphone, posé à l'envers sur le comptoir, n'arrêtait pas de vibrer. Normalement, je n'aurais même pas pensé à le vérifier, mais quelque chose clochait depuis des semaines. Et ce soir-là,
J'ai eu l'impression qu'un barrage allait céder. J'ai décroché son téléphone. Il y avait plusieurs messages d'une personne nommée Elias. L'aperçu à lui seul avait suffi à me retourner l'estomac. Ce n'était pas juste amical. Ce n'était pas une série de blagues ou de plaisanteries de bureau. C'était personnel, intime. J'ai déverrouillé son téléphone. Nous connaissions tous les deux nos codes d'accès et avons commencé à parcourir les messages. Chaque ligne était un coup de poing dans le ventre. Les textos entre Evelyne et ce Chad étaient explicites et remontaient à au moins 2 mois. 2 mois à se faufiler pendant que je gérais les retombées avec sa mère. 2 mois de nuit blanche au travail à répondre vaguement et à ce regard que je refusais d'admettre. Lorsqu'Evelyne est sortie de la douche, enveloppée dans une serviette, j'étais assise au bord du lit, son téléphone à la main, l'écran toujours allumé. Elle s'est figée. « Qu'est-ce que tu fais ?» Je l'ai regardé droit dans les yeux. « Mais qui est Chad ?» Ses yeux se sont baissés vers le téléphone. Puis elle s'est jetée dessus. « Non. » J'ai craqué en le retirant. Je l'ai lu. Tout. Elle s'est arrêtée net. Ses mains tremblèrent. Pendant une seconde, elle resta plantée là, puis son visage se décomposa. Les larmes coulèrent comme si elle les avait gardées pour ce moment. « Je ne voulais pas que ça aille si loin, » murmura-t-elle. J'allais y mettre fin. Je la fixai du regard. Je me sentais piégé, dit-elle, la voix tremblante comme si je ne pouvais plus respirer dans ce mariage. J'avais besoin d'autre chose. Juste un instant, juste de l'excitation. Je l'interrompis. Tu avais besoin d'excitation ? Elle acquiesça d'un air misérable. Ce n'était pas une question d'amour, Will. J'étais perdu. Je t'aime toujours. Je me levai lentement, tous mes nerfs en feu. Non, tu n'as pas le droit de me dire ça maintenant. On ne trompe pas quelqu'un qu'on aime. Sa lèvre trembla. S'il te plaît, on peut juste en parler ? Résous-toi. Je la regardai droit dans les yeux. Fais tes valises. Tu as 1 heure. Elle cligna des yeux, stupéfaite. Quoi ? L'essentiel seulement, dis-je d'une voix égale. Tu peux revenir pour le reste plus tard, mais ce soir, tu es dehors. Elle avait l'air d'avoir reçu une gifle. Tu es sérieux ? Sérieux. C'est là que les supplications ont commencé. De vraies larmes, maintenant. Des excuses. Des promesses. Elle a dit que c'était juste une erreur de mettre fin à tout ça immédiatement, qu'on pourrait arranger les choses. Mais j'en avais marre. J'avais passé des années à supporter les insultes, les commentaires ambigus et les critiques constantes de Pénélope. J'avais toléré assez d'irrespect pour une vie entière. Et maintenant, Evelyne, ma femme, avait choisi ce moment pour faire exploser le peu qu'il nous restait. Elle est partie ce soir-là, emménageant temporairement chez une amie. Les jours suivants, les appels ont commencé, des dizaines. Parfois furieux, parfois suppliants, toujours désespérés. Je n'ai pas bougé. Finalement, je lui ai dit que je contactais un avocat spécialisé en divorce. C'est laquelle est devenue méchante. Si tu continues comme ça, a-t-elle sifflé au téléphone. Je vais le dire à ma mère, tu lui as volé son argent. Tu l'as piégé. J'ai ri amèrement. Vas-y, dis-le lui. Dis à ta chère mère que l'argent qu'elle était si fière de donner servira à financer ton divorce après que tu m'aies trompé. Elle s'est tue après ça. Quand j'ai finalement contacté un avocat spécialisé en divorce, j'ai été frappé de réalisme. L'homme était compétent, perspicace, calme et direct. Il n'a pas édulcoré les choses. Elle a déjà parlé à 3 des meilleurs avocats spécialisés en divorce de la ville. Il m'a dit lors de notre première consultation, c'est une stratégie classique. Elle essaie de t'empêcher d'obtenir la meilleure représentation en créant un conflit d'intérêts. J'ai serré les mâchoires. Est-ce qu'elle peut faire ça ? Elle peut essayer, mais tu es là maintenant, et je ne suis pas sur sa liste. C'était un soulagement, mais c'est devenu pire. Elle va probablement me réclamer la moitié de tout, dit-il en feuilletant mes formulaires de déclaration de patrimoine, y compris l'argent du fonds d'urgence dont vous parliez. Tout ce qui est considéré comme un bien matrimonial est une cible légitime. C'est alors que j'ai souri pour la première fois depuis des semaines à propos de ce fonds d'urgence. Je lui ai expliqué la structure du compte, la double signature, les conditions qualifiant toutes les contributions de donation au patrimoine matrimonial, contrôlées uniquement par Evelyne et moi, à utiliser uniquement en cas d'urgence réelle.
Aucun retrait n'était autorisé sans notre accord mutuel, et cerise sur le gâteau, Pénélope avait tout signé sans lire un seul mot. Mon avocat a ri et s'est adossé à sa chaise. Eh bien, a-t-il dit en souriant, c'est une façon de gérer notre belle-mère autoritaire. Pénélope avait insisté pour avoir son mot à dire sur nos finances. Elle voulait être la marionnettiste, tirer les ficelles en coulisses. Son précieux fonds d'urgence avait été son levier, sa façon de garder un œil sur chacune de nos décisions. Maintenant, cet argent allait financer l'éducation de sa fille. Divorce. Un divorce provoqué par la liaison d'Evelyne, rien de moins. Je savais que la route ne serait pas facile. Pénélope perdrait la tête en réalisant ce qui se passait. Et Evelyne n'avait pas fini de jouer les ficelles. Elle avait déjà usé de toutes les manipulatrices possibles et imaginables. Larmes, menaces, marchandage pour s'en sortir avec plus que ce qu'elle méritait. Mais pour la première fois depuis le début de toute cette histoire, j'avais l'impression de tenir fermement les rênes. Il y avait quelque chose d'étrangement satisfaisant là-dedans. Ce soi-disant fonds d'urgence familiale était enfin utilisé pour une urgence. Mais pas le genre que Pénélope avait imaginé en signant joyeusement ses documents. Je me suis servi un verre ce soir-là, me suis adossé à ma chaise et ai trinqué à la tempête qui s'annonçait. Parfois, le karma agit de manière mystérieuse, et parfois il se déroule exactement comme prévu. Quelques jours plus tard, j'ai reçu les papiers officiels du divorce de l'avocat d'Evelyne. Je me suis assise avec eux à la table de la cuisine, feuilletant chaque page soigneusement tapée. Elle voulait tout récupérer. Non. Surprenant. Puis je suis arrivé à la demande de pension alimentaire et j'ai éclaté de rire. Elle avait même eu l'audace de demander une pension alimentaire. Cerise sur le gâteau, son avocat était l'un des plus chers du comté. Evelyne n'avait pas les moyens de se payer une telle personne. Surtout pas avec son salaire. Elle n'avait jamais réglé nos impôts sans appeler sa mère pour lui demander conseil. Alors, d'où venait l'argent? Mon avocat a haussé un sourcil quand j'ai évoqué le sujet. Il avait examiné l'activité de notre compte joint et avait remarqué quelque chose d'intéressant. Elle effectue régulièrement de petits virements depuis votre compte commun, a-t-il dit en désignant le relevé. Rien de trop important au premier abord, mais ils ont commencé à s'accumuler avec le temps. Depuis quand, ai-je demandé? Il y a environ 4 mois. Juste au moment où elle a commencé à voir Chad. Elle a détourné de l'argent, ai-je dit lentement, la prise de conscience s'installant. Elle le planque peut-être quelque part. Ce n'est peut-être que la partie émergée de l'iceberg, a-t-il prévenu. Je peux faire appel à un expert financier judiciaire pour approfondir la question, mais ce ne sera pas donné. Je n'ai pas hésité. Fais-le. Si elle cache des biens, je veux le savoir. Pendant que l'enquête commençait, les appels de Pénélope ont commencé. Et effectivement, un après-midi, elle m'a appelé, furieuse, « Comment oses-tu faire ça à ma fille ?» a-t-elle hurlé au téléphone. Tu lui gâches la vie. J'exige d'avoir accès à mon argent immédiatement. Je suis resté calme. Je m'y attendais. Les conditions du compte que tu as signé stipulent clairement que l'argent ne peut être retiré qu'en cas d'urgence familiale, ai-je dit avec nos 2 signatures. Le compte était destiné à subvenir aux besoins de ma fille. Il était destiné aux urgences familiales, ai-je répété. Les fonds sont toujours là. Sains et saufs. C'est une urgence familiale, a-t-elle crié. Ma fille a besoin de cet argent pour son avocat. J'ai marqué une pause, presque impressionné par le discours. Intéressant, ai-je dit. Tu considères qu'elle ait besoin d'un avocat spécialisé en divorce après m'avoir trompé comme une urgence familiale? Il y a eu un silence de son côté pendant un moment, puis de nouveaux cris. Je n'ai pas bronché. Le tribunal décidera de la répartition de ces fonds dans le cadre du patrimoine matrimonial. Elle m'a raccroché au nez après une avalanche d'insultes, des insultes personnelles et virulentes que je ne répéterai pas ici. Cet appel a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, après une longue série de manipulations et de coups de théâtre. J'ai laissé le silence s'installer, reconnaissante de ce calme. Quelques jours plus tard, Evelyne m'a appelé elle-même, la voix tremblante de panique. Je n'ai pas les moyens de payer la compte, a-t-elle dit. Peux-tu débloquer un peu d'argent sur nos comptes? J'ai failli rire. Tous nos comptes joints sont gelés pendant la procédure de divorce, ai-je dit calmement. C'est la procédure habituelle. Tu le sais. Et le fonds d'urgence? A-t-elle insisté. On en aurait bien besoin, non? C'est pour les urgences.
Je me suis adossé à ma chaise, inspirant profondément. Votre liaison et le divorce qui en résulte ne sont pas le genre d'urgence que Pénélope avait prévu en créant ce fonds. De plus, n'oubliez pas que tout retrait nécessite nos 2 signatures. Elle est restée silencieuse une seconde, puis sa voix s'est brisée. Je n'ai d'argent pour rien, William. S'il vous plaît, vous avez un travail, lui ai-je rappelé sèchement. Peut-être. Il est temps de trouver un avocat plus abordable. Elle a fondu en larmes et a raccroché. J'ai cru que c'était fini jusqu'au lendemain, lorsque Pénélope en personne s'est pointée à mon bureau. Elle a fait irruption comme un ouragan, hurlant dès qu'elle m'a vu dans le hall. Espèce de voleur. C'est mon argent. Tu crois que tu peux t'en tirer comme ça? La sécurité a été appelée presque immédiatement, tandis qu'elle continuait à hurler que je la volais et que je ruinais la vie de sa fille. Je suis resté là, les bras croisés, sans rien dire. Je n'avais pas besoin de le faire. Elle se mettait déjà assez mal à l'aise pour nous 2. Mes collègues ont regardé, stupéfaits, muets. Certains semblaient même inquiets pour ma sécurité. Honnêtement, j'étais juste gêné pour elle. Elle n'avait aucune honte, aucune. Quand la sécurité l'a finalement escortée hors du bâtiment, elle fulminait toujours, convaincue qu'elle pouvait me faire honte ou me forcer à débloquer ses fonds. Mais le vrai coup dur est arrivé peu après. L'expert financier judiciaire engagé par mon avocat valait vraiment le coup. Un sou? Il a découvert qu'Evelyne avait ouvert un compte bancaire secret il y a près d'1 an, bien avant que je n'aie la moindre idée de leur liaison. Elle effectuait des virements réguliers et discrets depuis nos comptes joints. Quelques centaines par-ci, 1000 par-là. Au fil du temps, cela a totalisé plus de 30 000 $. Elle n'en avait révélé aucune trace dans les documents de divorce. Quand j'ai reçu le rapport, mon avocat a souri. Elle a légalement le droit de retirer de l'argent de ses comptes joints, a-t-il dit. Mais dissimuler des biens pendant une procédure de divorce? C'est un parjure? C'est dissimuler des biens matrimoniaux. J'ai hoché la tête, la mâchoire serrée. Le juge n'appréciera pas ça. Il a secoué la tête. Non, il n'appréciera pas. J'ai dû lutter contre l'envie de l'appeler sur le champ, pour me réjouir, pour lui faire savoir que je l'avais attrapé, mais je ne l'ai pas fait. Je suis resté silencieux. J'ai laissé les choses se dérouler au tribunal. Et quand le jour est venu où mon avocat a présenté les preuves du compte caché, j'ai vu le visage d'Evelyne devenir rouge vif. Sa bouche s'est légèrement ouverte, puis s'est refermée comme si je ne savais pas quoi répondre. Le juge la regarda par-dessus ses lunettes. Il n'éleva même pas la voix. Il dit simplement, ce compte doit être gelé. Immédiatement, en attendant un examen plus approfondi. Et comme ça, entre le compte caché et les comptes joints déjà gelés, Evelyne se retrouva soudainement sans accès à des fonds importants. Je n'ai appris ce qui était arrivé à ce compte que parce qu'Evelyne m'a appelé ce soir-là, en sanglotant. Pas en pleurs, en sanglots. Je ne peux même pas faire les courses, s'étrangla-t-elle. S'il vous plaît, parlez à votre avocat. Demandez-leur de dégeler au moins un compte. Je suis désespéré. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai laissé le silence parler de lui-même jusqu'à ce qu'elle le remplisse. William, s'il vous plaît. Pourquoi ferais-je ça? J'ai dit, enfin, calme mais ferme. Vous avez vidé notre compte joint en secret pendant 1 an tout en demandant au tribunal de vous rendre la moitié de ce qui reste. Vous avez essayé de me voler, et maintenant vous voulez mon aide? J'ai besoin de cet argent. C'est le mien aussi, s'exclama-t-elle. En fait, dis-je. J'ai déjà fait geler complètement le compte joint par la banque. Aucun de nous ne peut y accéder tant que le tribunal n'aura pas décidé de son partage. Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Puis, elle explosa. Vous me trompez. Ce n'est pas légal. Je vais demander à la banque de le débloquer. Je n'ai même pas bronché. La banque ne le débloquera que si nous le demandons tous les 2, et je n'ai aucune raison de le faire. Contrairement à vous, j'ai déclaré toutes mes économies séparées au tribunal. Je ne fais rien d'illégal. Vous, en revanche, avez prouvé qu'on ne peut pas vous faire confiance pour accéder à nos fonds communs. Elle raccrocha au milieu de sa phrase, toujours en train de hurler. Après cela, les choses allèrent vite. Le juge n'a pas apprécié la tentative d'Evelyne de dissimuler des actifs. Au jugement final, j'ai obtenu tout l'argent de notre compte joint. Tout. Mais la vraie victoire, c'est que j'ai récupéré 70% des fonds de son compte caché. Son avocat a essayé.
pour argumenter qu'une partie de l'argent avait été épargnée directement par elle, que tout ne constituait pas un patrimoine matrimonial, raison pour laquelle je n'avais pas reçu la totalité. Mais peu m'importait. Je pouvais vivre avec 70 ans. Ce qui a vraiment contrarié Evelyne, c'est le refus de pension alimentaire. Son avocat a fait de son mieux pour plaider en sa faveur, mais le juge a été direct. Evelyne avait un emploi stable et sa tentative de dissimulation de biens démontrait clairement sa mauvaise foi. Elle a été condamnée à payer une amende et à me rembourser l'intégralité des frais de l'expert financier judiciaire. Quant au fonds d'urgence familial que Pénélope avait constitué, le juge a statué qu'il s'agissait bien d'un patrimoine matrimonial puisqu'il avait été donné à nous deux, conformément aux documents signés par Pénélope. Il était partagé à parts égales dans le contrat de divorce. J'ai laissé tomber. Je me suis dit que c'était fait. Environ 2 mois après le prononcé du divorce, Evelyne m'a rappelé. Son ton était plus doux que je ne l'avais entendu depuis des mois. Presque pitoyable. Je traverse une période difficile financièrement, a-t-elle dit. Le divorce m'a épuisé. Tout. Et puis, l'ami chez qui j'habite commence à se lasser de moi. Je n'ai rien dit. Je l'ai laissé parler. Elle a fait des allusions, a continué Evelyne. Comme si c'était évident une fois, comme quoi j'avais besoin d'avoir mon propre appartement. Je l'entendais presque ravaler sa fierté. Je n'ai pas les moyens de payer le loyer en ce moment, a-t-elle admis. J'ai juste besoin d'un peu de temps pour me remettre sur pied. Est-ce que je pourrais rester chez elle un moment, le temps d'économiser de quoi payer un acompte pour un appartement? J'étais abasourdi. Pendant un instant, je n'ai même pas su quoi dire. Tu as oublié ce que signifie un divorce? J'ai demandé, on n'est plus ensemble, Evelyne. Il n'y a aucune chance que tu reviennes vivre, même temporairement. Elle a marqué un silence, puis a murmuré, où suis-je censé aller? Et Elias, demandai-je sans détour, en faisant référence à son partenaire. Tu ne peux pas rester avec lui? Elle ne répondit pas. Pas même un souffle. Cela me dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Elias avait probablement filé dès qu'elle était devenue disponible. Typique. Puis son ton changea. Acerbe, amer. Tout est de ta faute. Tu as volé mes économies. J'aurais eu beaucoup d'argent si tu n'avais pas tout pris lors du divorce. Je n'ai rien volé, dis-je d'une voix égale. Tu as caché un compte au tribunal. C'est un parjure. J'avais des économies aussi, mais je les ai déclarées correctement. Tu n'as pas le droit de me reprocher les conséquences de tes décisions. Tu as pris mon fonds d'urgence. Elle craqua. J'ai besoin de récupérer cet argent. Il m'a été accordé par le tribunal, lui rappelai-je. Si tu veux le récupérer, parlons à ton avocat. Même si je doute qu'il soit désireux de t'aider après que tu leur aies menti aussi. Cela la poussa à bout. Elle déversa une avalanche d'insultes que je ne répéterai pas. Elle m'accusait d'abus financiers, ce qui était franchement osé venant de quelqu'un qui avait vidé notre compte joint pendant 1 an, en secret, à mon insu. Je ne veux plus te parler, ai-je dit. Ne m'appelle pas. Ne m'envoie pas de SMS. Ne viens pas à la maison. C'est fini. Et j'ai raccroché. Je me suis engagé à ne plus la contacter. Elle a appelé plusieurs fois depuis, mais je n'ai répondu qu'à la première. Pour être bien clair, je ne voulais plus la contacter. Il y a quelques jours, la caméra de ma sonnette l'a filmée en train de passer chez moi une fois, alors que j'étais absent. Mais elle n'est pas revenue depuis. Après que tout a explosé, Evelyne a commencé à raconter sa propre version des faits. Apparemment, elle racontait à qui voulait l'entendre, ses amis, ses collègues, probablement même son coiffeur, que je l'avais piégé et volé son argent, que j'avais manipulé les tribunaux et l'avais détroussé. C'était vraiment risible, surtout venant de la personne qui avait caché 30 000 $ et vidé notre compte joint dans mon dos, mais je n'ai pas répondu. Je n'étais pas obligé. Puis quelque chose de surprenant s'est produit. Son frère m'a appelé. Écoute, mec, a-t-il dit après un long silence, je voulais juste te dire que je ne te blâme pas. Ça m'a pris au dépourvu. Vraiment? Ouais. Il a dit, honnêtement, notre mère, elle a toujours utilisé l'argent pour contrôler les gens. Tout le monde dans la famille le sait. Je pense qu'il était temps que quelqu'un lui rende la monnaie de sa pièce. Tu as fait ce que tu devais faire. Je l'ai remercié. Je ne m'y attendais pas, mais ça faisait du bien d'entendre quelqu'un de son entourage reconnaître la réalité. Le plus satisfaisant, cependant,
c'est que j'ai utilisé ma part du fonds d'urgence pour réserver des vacances. Billet en première classe, vue sur l'océan, tout compris. Je l'avais bien mérité. Et oui, j'ai pris soin de poster plein de photos sur les réseaux sociaux. Cocktail au coucher du soleil, plongée avec tuba avec les tortues de mer, petit déjeuner en bord de mer, je savais que Pénélope, la mère d'Evelyne, les verrait. Mesquin, peut-être. Satisfaisant? Absolument. Quant à ce qui arrive à mon ex maintenant, honnêtement, je m'en fiche.